Tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi sur French Morning. Nous sommes un peu plus de 80 aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser déjà toutes vos questions. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans French Morning et qui est souvent un sujet important pour les expatriés, qui est optimiser son budget santé quand on arrive aux États-Unis. Comment bien choisir son assurance? On a la chance d'avoir des experts qui interviennent régulièrement sur les ondes de French Morning, Eric, Noémie et Clémence de Agora Expat. Agora Expat est une société française indépendante spécialisée dans la distribution et solutions d'assurance santé et de prévoyance dédiée à une clientèle internationale. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Je vous donne la parole en audio. On ne donne pas votre nom de famille, on aura juste votre prénom. La caméra ne se met pas en route, vous en faites pas, on entendra juste votre voix. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours agréable de vous entendre en audio. Et puis, sinon, vous allez dans Q&A ou QNR si votre Zoom est en français en bas de votre écran. Sur Zoom, vous pouvez poser vos questions en direct. On répond à toutes vos questions. Alors, je vais donner la parole à Eric et puis moi, je reviendrai pour poser vos questions à la fin. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour Romain, merci et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être de nouveau parmi vous. Je ne sais plus, je ne compte plus les fois où on fait un webinaire sur la santé, mais on a toujours cela suscite toujours autant de questions et d'intérêts. Je suis ravi de pouvoir à nouveau passer une heure en votre compagnie. Rapidement, le sommaire, l'idée c'est de passer une petite demi-heure ensemble à vous présenter qui nous sommes, quels sont les points essentiels à regarder lorsqu'on parle de l'assurance santé sur le marché américain. Nous allons prendre également des exemples et vous donner des conseils pour optimiser votre budget et également vous aider à choisir son assurance santé puisque chaque cas de figure est différent et chacun d'entre vous probablement a des besoins différents. On va passer cette première demi-heure ensemble en trois parties et ensuite on va laisser une large part, la dernière demi-heure en fait, pour répondre à vos questions. Je pense qu'elles seront nombreuses. Voilà, vous avez, avant de passer la parole à Noémie qui va nous faire la présentation, vous avez en bas de votre écran à droite un QR code. N'hésitez pas à scanner votre portable en face de ce QR code qui vous permet de prendre rendez-vous avec nous. Vous allez avoir accès à notre site et vous pouvez convenir d'un rendez-vous si par exemple vous souhaitez qu'on intervienne en one-to-one, comme on dit ici, pour répondre à vos questions. Les rendez-vous, les prises de rendez-vous, les devis, pardon, sont complètement gratuites. Voilà pour la rapide présentation. À vous, Noémie, pour la présentation. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter Agora Expat. Donc Agora Expat c'est un courtier indépendant qui est spécialisé dans la distribution de solutions d'assurance santé pour les clients qui partent vivre à l'étranger. Donc c'est le seul courtier qui est spécialisé en assurance santé et qui est physiquement présent aux États-Unis avec une présence physique depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Concrètement, ce qu'on fait, c'est que on vous accompagne tout au long de votre expatriation une fois qu'on a mis votre contrat en place. Donc, on vous propose des contrats qui sont personnalisés, des contrats d'assurance santé qui sont personnalisés. Nos offres, du coup, sont avantageuses puisqu'on choisit nos offres auprès de compagnies d'assurance internationales qui sont reconnues sur le marché pour leur fiabilité. On fait un comparatif des garanties qui sont disponibles sur le marché et puis on optimise le rapport qualité-prix de vos contrats en ajustant les garanties et les franchises puisque les contrats qu'on commercialise sont assez flexibles. Et ensuite, on vous accompagne tout au long de votre séjour en fait à l'étranger. Si vous avez des modifications à faire sur le contrat, c'est nous votre interlocuteur principal.
Donc, si votre situation personnelle change et que vous devez modifier votre contrat, si vous rencontrez des difficultés, une perte d'emploi ou quelque chose d'autre, un divorce, etc., et que vous devez modifier votre contrat, c'est toujours à nous qu'il faut s'adresser pour qu'on puisse faire le nécessaire. Et puis, si vos besoins évoluent, s'il y a une naissance, si vous avez des besoins, d'autres besoins en garantie, vous passez aussi par nous puisqu'on reste votre interlocuteur numéro un dans la gestion et la modification de vos comptes. Alors, nos partenaires, justement, on les sélectionne. On a sélectionné des partenaires qui sont reconnus sur le marché de l'assurance internationale. Donc, ce sont des grandes compagnies d'assurance qui sont très connues. Et on choisit des solutions on choisit des contrats qui sont adaptés aux besoins des expatriés. Donc, on a plusieurs critères de sélection et notamment le niveau de garantie qui doit être adapté au pays de destination, surtout pour les États-Unis, puisque c'est un pays où le coût de la santé est très élevé. Donc, les garanties doivent suivre derrière les plafonds garantis. Un autre critère, c'est le tarif que vous allez payer. Il doit être compétitif par rapport au marché local et puis par rapport aux autres contrats internationaux. Et les offres qui doivent être modulables. Donc, nous, on préfère commercialiser des offres qui sont flexibles, justement, sur lesquelles vous pouvez choisir vos garanties, choisir vos niveaux de franchise, voilà, enlever des garanties qui ne sont pas nécessaires, comme la maternité, par exemple. Donc, on fait attention à ce que les offres soient assez flexibles. Et puis, on fait attention à ce que le service client de l'assureur soit réactif et puis qu'il parle plusieurs langues, puisque quand vous avez un conjoint si vous êtes français et que votre conjoint est d'une autre nationalité, c'est aussi important que le conjoint puisse contacter l'assureur et s'exprimer dans sa langue d'origine. Donc, on fait attention à ces 4 critères-là quand on choisit des offres à commercialiser. Alors, pourquoi passer par Agora Expat? Il y a plusieurs avantages en fait à passer par un courtier comme Agora Expat. Déjà, vous allez gagner du temps puisque nous, on est habitués à comparer les offres d'assurance santé. Donc, vous gagnez du temps sur les comparatifs des offres. Nous, on connaît le marché, donc on sait quels contrats sont adaptés aux États-Unis et quels contrats ne le sont pas, puisqu'il y a aussi des contrats qui sont commercialisés aux États-Unis mais qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas assez couvrants. Donc, vous gagnez du temps en numéro 1. Ensuite, vous allez avoir la certitude d'avoir un contrat adapté à vos besoins et un accompagnement, puisque on vous explique le fonctionnement du système aux États-Unis, le fonctionnement du contrat, et on vous propose évidemment un contrat qui est adapté à ce dont vous avez besoin, puisqu'on fait d'abord une étude de vos besoins pour pouvoir vous diriger vers une offre qui correspond. Ensuite, vous avez des interlocuteurs dédiés et francophones. Donc vous pouvez nous joindre directement puisque vous avez nos mails directs. Donc, il n'y a pas de centre téléphonique, il n'y a pas à passer par... voilà, il n'y a pas d'attente, en fait. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages directement. On est très réactif. Donc, c'est plus avantageux que de passer par le standard de l'assureur et d'avoir un interlocuteur différent à chaque dossier. Et puis, on est expert du système de santé américain, puisque du coup, comme je l'ai dit dans la présentation, Agora Expat est présent depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Donc, on a une bonne connaissance du fonctionnement du système de santé aux États-Unis. Du coup, même si vous avez des questions concernant le système de santé américain, on est aussi là pour vous épauler et vous accompagner sur ce genre de questions. Et le dernier avantage, c'est que du coup, en passant par nous, vous n'avez aucun frais supplémentaire puisqu'on n'est pas rémunéré par une commission qu'on prendrait sur le client. On est rémunéré par l'assureur directement. Donc, que vous passiez par l'assureur directement ou par nous, ça ne change pas du tout le prix de votre cotisation. Il y a vraiment aucune différence pour vous. Donc, vous n'avez que des avantages à passer par Agora Expat. Voilà, donc je vais passer la parole à Clémence qui va vous expliquer plus en détail le fonctionnement de la santé aux États-Unis. Bonjour à tous. Pour enchaîner sur la présentation de Noémie, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur le système de santé aux États-Unis.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en partance ou déjà installé aux États-Unis. Dans les deux cas, de toute façon, ça vous est destiné, mais c'est sûr que pour les personnes qui sont pas encore aux États-Unis, il faut savoir que c'est un système qui est complètement différent de la France. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais il faut vraiment en avoir bien conscience. Déjà, vous n'avez pas du tout de système universel de santé avec un système de sécurité sociale comme on peut avoir en France. Donc, vous aurez une forme de sécurité sociale aux États-Unis, mais qui n'a rien à voir avec notre système français, pardon. Donc, il n'y a pas du tout, pour l'ensemble, on va dire, des citoyens, un système couvrant de façon universelle, quel que soit votre revenu, etc. De ce fait, comme vous n'avez pas de système qui régit un peu la santé aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de régulation des coûts de santé avec voilà, des coûts qui peuvent être complètement libéraux et appliqués de façon sans nomenclature, en fait. Donc, c'est également un système qui est assez compliqué à appréhender et à comprendre quand on arrive aux États-Unis ou même quand on est déjà installé aux États-Unis, parce que le système d'assurance locale, le fonctionnement est pas vraiment simple, c'est assez nébuleux. Vous n'êtes pas forcément couvert de la même façon en fonction de l'assurance que vous prenez. Vous avez des terminologies type HMO, PPO, EPO, vous savez pas forcément ce que ça veut dire et en fait, vous pouvez être plus ou moins couvert, mais si vous n'en avez pas conscience avant, bah, vous le découvrez un peu au moment où vous allez consulter un médecin. Donc c'est assez flou. Donc justement là, nous, on intervient déjà pour un peu vous accompagner, vous expliquer comment ça fonctionne dans un système qui est vraiment à l'opposé du nôtre et en plus pas simple à comprendre. En plus de ça, ben, c'est le système le plus cher au monde, c'est-à-dire que vous savez certainement que la santé aux États-Unis coûte extrêmement cher et par conséquent, c'est un des plus gros postes de dépenses des ménages aux États-Unis, notamment que ce soit le coût des soins, mais également le coût d'une assurance. L'assurance, le poste assurance dans un budget d'un ménage, c'est vraiment très important. Je dirais même que ça peut passer après, en second plan, après votre logement, etc. Donc, il ne faut pas être choqué de ça, c'est totalement normal. Et c'est vrai que venant encore une fois de la France, où on est quand même pas mal avantagé sur ce terrain-là, voilà, ça peut être un peu un choc de voir les montants. Et c'est pour ça aussi que c'est une des causes de faillite personnelle des Américains. Parce que certains font l'impasse de ne pas s'assurer correctement parce que ça coûte extrêmement cher. Et le jour où ils ont des soins assez coûteux à faire, ils sont obligés de s'endetter ou de se retrouver dans des difficultés financières. Donc, avoir une bonne assurance, c'est un coût, mais sur le long terme, c'est un vrai avantage et c'est vraiment pas du tout à négliger, loin de là. Sachant qu'en plus, les honoraires aux États-Unis, les honoraires médicaux, varie fortement. Donc, si ça se trouve, vous allez consulter votre médecin une première fois, ça va être tant d'honoraires et puis la fois suivante, ce sera beaucoup plus important parce qu'au niveau de la facturation, c'est pas vraiment comme en France quand vous allez voir votre généraliste. Bon, bah, vous savez grosso modo combien ça va vous coûter, peu importe l'auscultation qu'il va vous faire. Bon, bah, aux États-Unis, si ça se trouve, il aura regardé ça, ça, ça en plus et puis ça fera une ligne d'honoraires en plus sur la facture. Donc, on peut avoir des surprises. Donc, c'est pour ça qu'une bonne couverture, ça permet vraiment d'absorber des coûts qui sont assez importants. Voilà pour un peu une entrée en matière. Du coup, voilà. Pour ce qui concerne nos solutions d'assurance dans ce contexte-là, alors déjà, elles s'adressent à toute personne en fait qui vit ou voyage aux États-Unis. Donc à partir du moment où vous êtes en dehors de votre pays d'origine, que vous avez une nationalité autre qu'américaine, vous pouvez très bien avoir la double nationalité, vous êtes éligible à ces contrats internationaux. Donc ça permet de vous couvrir si vous
vous êtes déjà installé et que vous ne rentrerez jamais en France, que vous êtes vraiment résident américain, mais que vous avez toujours votre nationalité française ou autre, hein, vous pouvez être espagnol, italien, peu importe, vous pouvez tout à fait souscrire à ces contrats-là. Et l'avantage aussi, c'est que vos ayants droit, eux, peuvent être totalement américains. Donc, si vous avez un conjoint américain, des enfants 100% américains qui n'ont pas de double nationalité, ils peuvent tout à fait être adhérents. Vos enfants français aussi, hein, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Et du coup, au niveau des besoins, donc nous, on va un petit peu regarder en fonction de la typologie finalement de votre expérience à l'étranger. Donc si vous êtes sur ce qu'on appelle nous du long terme, c'est voilà, vous êtes installé à l'étranger pour minimum 1 an, voire plus, soit de façon définitive. Donc là, on sera sur des contrats, ce qu'on appelle un peu long terme, des contrats un peu classiques d'assurance à tacite reconduction. Et si vous êtes vraiment pour un séjour qu'on va appeler plus court terme sur une durée de moins d'1 an, on va avoir des solutions un peu de date à date pour vous couvrir, que ce soit quelques semaines, quelques mois. Donc, ça peut concerner des missions professionnelles. Vous partez aux États-Unis pour quelques mois dans le cadre de votre travail. Ça peut concerner également les étudiants, puisqu'il y a aussi une problématique au niveau de l'assurance étudiante aux États-Unis. Les universités américaines mettent souvent un cadre, donc on a aussi des solutions dans ce cas-là. Et puis, ça peut être aussi pour des solutions quand vous partez en vacances, que vous faites un petit road trip aux États-Unis. Il faut penser évidemment à bien se couvrir. Donc, on a aussi des solutions adaptées. En sachant qu'on est concentré aujourd'hui sur une présentation sur les États-Unis, mais on couvre partout dans le monde. Donc, si vous êtes résident, admettons, aux États-Unis, que vous avez un besoin éventuellement temporaire en dehors des États-Unis, ça fonctionne aussi, on a des solutions pour ça. Alors, sur du coup la façon de s'assurer aux États-Unis, comment procéder? En fait, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez finalement 2 solutions, entre guillemets. Soit vous êtes embauché dans une entreprise et celle-ci fait plus de 50 salariés. Là, vous aurez obligatoirement une assurance proposée par votre employeur, puisque c'est une obligation aux États-Unis pour les entreprises de plus de 50 salariés de fournir une assurance médicale à ses collaborateurs. En plus, vous bénéficiez d'une participation de l'employeur. Donc, en général, c'est quand même assez avantageux. Et puis, dans ces cas-là, vous pouvez avoir une assurance soit qui est sous forme d'assurance purement américaine, soit éventuellement un contrat d'assurance internationale. Donc, ça dépend de votre employeur. Vous pouvez aussi avoir des entreprises de moins de 50 salariés, bien sûr, qui vous proposent également une solution d'assurance. Mais en tout cas, ça, il faut savoir que pour les grandes entreprises, on va dire, vous avez une assurance qui sera fournie. Donc ça, c'est une première chose. Mais si vous n'avez rien du tout, que vous êtes indépendant ou vous êtes dans une structure qui ne vous propose pas de solution d'assurance, il faudra du coup vous assurer de façon individuelle, donc par vous-même. Et dans ces cas-là, sur le marché américain, vous allez avoir 2 grands types d'assurance. Vous allez avoir les plans qu'on appelle Obamacare qui sont ACA compliant, donc c'est peut-être des terminologies que vous avez déjà entendues, ou sinon vous pouvez vous orienter vers des plans privés internationaux que nous proposons également. Donc, on va regarder un peu en quoi consistent ces deux grandes familles de contrats pour que vous ayez un petit peu plus de notions sur ce que vous pouvez avoir aux États-Unis, comment ça s'articule et que vous soyez un petit peu plus au fait finalement des solutions. Donc sur les plans Obamacare, donc on a fait un petit comparatif sans rentrer trop dans le détail. Alors les plans Obamacare, dit aussi ACA, c'est des contrats qui ont été construits sur un modèle américain suite à l'adoption de l'Affordable Care Act en 2010 sous Obama, d'où le nom. Donc c'est des contrats qui ont une structure qu'on retrouve systématiquement sur les contrats américains. Les contrats que nous, on propose Obamacare chez Agora Expat, donc comme ils sont destinés à une clientèle expatriée, ils ont l'avantage d'avoir dans un premier temps la couverture mondiale. Donc ça, vous ne retrouverez pas cet avantage-là dans un contrat Obamacare sur le marché américain.
Donc, nous, on permet vraiment d'être couvert partout dans le monde. Et donc, ça, c'est assez confortable si vous faites des allers-retours dans votre pays d'origine ou que vous voyagez. L'avantage également que nous avons sur ces contrats Obamacare, c'est qu'il n'y a pas de période d'enrollment. En fait, aux États-Unis, quand vous voulez souscrire à titre individuel une assurance américaine, vous devez aller sur le marketplace de votre État dans lequel vous résidez. Le marketplace n'est pas ouvert toute l'année, il y a des périodes d'ouverture. Si vous ne souscrivez pas pendant cette période d'ouverture, vous devez attendre la prochaine ouverture du marketplace qui peut prendre plusieurs mois et vous retrouver sans assurance. Sur nos contrats Obamacare, on n'a pas cette problématique-là, on n'a pas de fenêtre de tir. C'est un contrat classique où vous pouvez adhérer tout au long de l'année. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage. Sur les contrats Obamacare, il faut savoir qu'ils ne sont pas trop modulables dans le sens où ils sont construits avec un socle de garantie obligatoire. Donc, systématiquement, vous aurez toujours de l'hospitalisation, de la maternité, de la médecine courante. Même si vous n'avez pas besoin de maternité, elle sera d'office intégrée au contrat. Donc, ça permet d'avoir une couverture complète, en fait. Et au niveau de la maternité, alors certes, elle va être obligatoire pour des personnes qui n'en auraient pas besoin, mais l'avantage, c'est qu'elle fonctionne sans carence ni plafond de garantie. Et ça, c'est aussi un énorme avantage sur les contrats Obamacare. Puisque le post-maternité, c'est un poste parfois un peu compliqué aussi aux États-Unis. Au niveau de l'articulation aussi de ces contrats-là, vous retrouverez systématiquement des franchises. Donc ça, c'est pareil, c'est un langage qu'on n'a pas forcément dans nos contrats français et vous ne pourrez jamais les supprimer d'un contrat Obamacare. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'il y aura toujours une participation financière de votre part sur ces contrats-là. Donc vous aurez du déductible, du copayment, la co-insurance. Donc ça, c'est ce que vous verrez ce que vous voyez dans les contrats américains. Et ces franchises-là sont exprimées dans la limite du maximum d'out-of-pocket. Donc ça, c'est le maximum qui sera à votre charge au contrat. Donc ces franchises-là, elles peuvent être plus ou moins importantes, mais elles ne peuvent pas être supprimées. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et ça, c'est systématiquement dans les contrats Obamacare. La seule différence sur nos contrats, c'est qu'ils ont la couverture mondiale et qu'il n'y a pas de période d'enrollment. Également, vous avez le tiers payant, donc là, pas d'avance de frais. Comme c'est des contrats qui sont à destination d'une clientèle internationale, vous aurez un visa qui sera demandé pour valider votre souscription. Et l'âge de souscription est limité à 65 ans, malheureusement. Mais une fois que vous êtes au contrat, c'est viager. Donc, une fois que vous avez souscrit, le contrat reste jusqu'à ce que vous décidiez d'en sortir finalement. Et l'autre avantage également assez important sur ces contrats-là, c'est qu'il n'y a pas de sélection médicale. Donc, quand vous avez des antécédents médicaux ou des traitements en cours, ça peut être pas mal d'être sur un contrat Obamacare. Pour faire le parallèle avec les contrats internationaux privés, c'est des contrats déjà qui sont similaires un peu aux contrats qu'on peut retrouver en France au niveau de la structure des garanties, du langage, etc. Donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus facilement compréhensible d'emblée. En plus, ils sont on a nos contrats Obamacare, on les retrouve évidemment en français, mais là, on a vraiment toutes les langues, anglais, donc vous avez des terminologies au moins dans votre langue natale. On retrouve également la couverture mondiale, donc ça c'est impératif sur tous nos contrats. Et là, pour le coup, vous n'avez pas de système de franchise obligatoire, donc vous pouvez avoir une prise en charge 100% des frais déboursés et du coup d'avoir vraiment des garanties très haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand vous voulez vraiment pas calculer, vous dire ah ben ça, il va me rester du copayment, j'ai un maximum d'out-of-pocket de combien, etc. Là, vous pouvez être sur du 100% pris en charge, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez aussi des garanties modulables. Contrairement au plan Obamacare où là, vous avez vraiment ce socle obligatoire. Là, si vous voulez être couvert que pour de l'hospitalisation uniquement ou juste pour ce dont vous avez besoin, c'est tout à fait possible et ça permet vraiment d'être au plus juste de vos besoins. Vous avez également le tiers payant, ce qui permet de ne pas avancer les frais. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des contrats en complément de la CFE et de la Sécurité sociale. Donc, pour les personnes qui seraient toujours connectées, si je peux dire ça comme ça, avec le système français,
ces contrats-là peuvent venir en complément du système français. Sur le sujet maternité, là, la maternité, elle va être optionnelle. Et on va avoir de la carence. En général, il y a 1 an de carence avant que la garantie soit active. Donc, on va dire que c'est un petit peu le point noir des contrats privés. Et c'est pour ça que je le mettais en avant sur les contrats Obamacare, parce que c'est souvent un sujet quand il y a un projet enfant de regarder vraiment le niveau de couverture. Et là encore, nous, on aide nos clients vraiment à piloter leur couverture. Si ils ont démarré avec un contrat international privé et qui veulent de la maternité, c'est possible après de basculer sur un contrat Obamacare, d'anticiper tout ça et de rendre tout ça beaucoup plus facile pour vous. Sur les contrats donc privés, vous n'avez pas de visa qui est exigé, donc il n'y a pas de contrôle là-dessus. On a des solutions aussi où il n'y a pas d'âge de souscription, donc ça permet d'avoir des solutions pour les seniors. Mais en revanche, sur ces contrats-là, vous aurez une sélection médicale avec un questionnaire médical à la souscription. Donc, le questionnaire médical, c'est toujours analysé par un médecin conseil chez l'assureur. Et en fonction des antécédents médicaux, vous pouvez avoir des exclusions de garantie, vous pouvez avoir des surprimes. Donc, ça, c'est vraiment analysé au cas par cas. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de voir avec vous quelle est votre situation actuelle, vos projets, vos besoins, pour savoir vers quoi vous orienter pour que ce soit la meilleure couverture et évidemment voir en face le coût pour que tout ça soit bien corrélé. Donc, j'espère que c'est à peu près clair sur la présentation un peu des possibilités d'assurance. Sur les contrats Obamacare, finalement, pourquoi s'orienter vers un contrat Obamacare outre les garanties qui peuvent être un petit peu différentes? En fait, il faut savoir que la loi Patient Protection and Affordable Care Act, dit ACA, justement, qui était entrée en vigueur en 2014 sous Obama, en fait, ça a obligé les résidents américains de souscrire à une assurance obligatoirement pour essayer d'assurer finalement toute la population d'une certaine façon et de limiter la précarité médicale en mutualisant au maximum le risque et de jouer éventuellement sur une couverture médicale, on va dire, accessible. Donc ça, c'était l'idée première. C'est pour ça que les contrats Obamacare ont été construits avec des garanties qui permettent aussi d'avoir une couverture quand même globale. Quand Trump est arrivé au pouvoir, finalement, en 2019, il a décidé d'abroger cette loi en disant non, chacun peut faire ce qu'il veut. La personne qui veut s'assurer comme ci ou comme ça ou ne pas avoir d'assurance, elle est libre de pouvoir le faire. Donc, il a abrogé la loi au niveau fédéral. Ceci dit, les États restent compétents en fait pour l'appliquer ou non. Et 6 États ont décidé de conserver cette loi. Donc, il faut bien savoir qu'en Californie, dans le district de Columbia, dans le Massachusetts, dans le New Jersey, Rhode Island et le Vermont, l'obligation de prendre un plan Obamacare est toujours en cours. Donc, si vous résidez dans ces États-là ou que vous avez le projet d'aller vivre dans un de ces États, il est préférable du coup d'opter pour un plan Obamacare sous peine d'une pénalité fiscale. Alors, c'est du déclaratif, c'est-à-dire qu'en fait, vous déclarez au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous déclarez ou non si vous avez un contrat Obamacare. Évidemment, tant que vous n'êtes pas contrôlé et que vous n'avez pas de contrat, ça peut passer entre les mailles du filet. Mais étant donné que voilà, il existe des contrats Obamacare qui sont vraiment faits pour une clientèle expatriée ou internationale, vous retrouvez finalement les avantages d'un contrat privé tout en ayant la législation Obamacare. Donc ça, c'est vraiment le plus quand vous êtes dans ces états-là, d'avoir un contrat qui n'est pas 100% américain, qui conserve quand même ce côté international et couverture dans le monde entier. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire dans mes explications. Je vais passer la main à Eric qui va un petit peu plus rentrer dans le coût pur et dur de la santé aux États-Unis. Merci Clémence. Est-ce que déjà, avant de rentrer dans le coût, Romain, je ne sais pas si on a des questions, j'ai vu, j'ai pu répondre en direct avec certains, mais on les garde pour la fin?
Ouais, on va les garder pour la fin. Eric a pris le temps de répondre par écrit, donc n'hésitez pas à regarder les réponses dans le Euh, Q&A. Tu peux enchaîner. Parfait, merci Romain. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous rappelle juste, vous avez en bas de la présentation à droite un QR code. Vous pouvez passer votre téléphone portable devant ce QR code. Ça va vous envoyer sur notre site et vous permettre soit de prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions spécifiques à votre cas de figure, soit d'effectuer un devis en ligne. De la même façon, j'en profite pour vous rappeler que cette présentation est redisponible en visuel, mais Romain vous donnera la façon de pouvoir revoir à la fois le PDF par la suite. On aborde, Exactement. voilà, on aborde la dernière partie de la présentation. Ça va être sans doute plus évocateur pour vous, puisque je vais vous parler des coûts de l'assurance santé et également on a fait quelques comparatifs qui vont vous permettre d'être un peu plus concret par rapport aux explications que vous donnait Clémence tout à l'heure entre les différentes catégories de contrats qui peuvent exister. On est, comme disait tout à l'heure Clémence, sur un marché de l'assurance santé aux États-Unis qui est le plus cher au monde, malheureusement. On a un service et une qualité des soins de santé qui sont très bons, mais effectivement, on a un coût énorme qui n'a cessé d'augmenter puisque en l'espace de 20 ans, les tarifs ont quasiment triplé ou quadruplé en 20 ans. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes une famille, le coût moyen d'une assurance pour une famille, là on prenait les chiffres sur 2022, mais en 2023 et 2024, on est plutôt de l'ordre de 24-25 000 dollars par an. C'est ce que ça coûte si vous êtes un privé qui doit assumer le coût de sa propre assurance, et c'est aussi ce que ça coûte à votre employeur s'il prend tout ou partie de l'assurance santé pour vous. On a une augmentation constante de l'assurance santé et encore plus ces 2 dernières années avec l'accélération de l'inflation. Sur le slide suivant, on vous explique un petit peu les coûts, enfin les différentes raisons du fait qui expliquent en fait la cherté de l'assurance santé aux États-Unis, puisqu'on est vraiment sur de l'assurance privée, d'une part, et si vous voulez, vous avez uniquement deux parties dans l'assurance santé américaine, on en parlera peut-être tout à l'heure à la fin, qui sont l'équivalent des Social Security Benefits, donc des avantages de la sécurité sociale qui existent quand même aux États-Unis, qui sont les systèmes Medicaid, donc, qui sont liés directement à vos revenus, et Medicare, qui sont l'assurance santé dont vous pouvez bénéficier une fois que vous avez atteint l'âge légal. Mais quand vous êtes entre les deux, vous êtes sur l'assurance privée, soit par votre employeur, soit vous-même qui le financez. Et effectivement, comme il n'y a pas de régulation, les prix sont un peu libres. On a aussi une présence, et j'imagine que vous avez pu faire peut-être pour ceux qui sont déjà aux États-Unis la comparaison, vous avez des lobbies pharmaceutiques qui sont très puissants. Preuve en est, pour des médicaments par exemple qui peuvent être identiques à la fois accessibles par exemple en France ou ici, vous pouvez avoir le même médicament, le même labo et des prix qui peuvent être 5 ou 10 fois plus élevés aux États-Unis qu'en France par exemple. La majorité des hôpitaux et laboratoires sont privés, ce qui explique aussi que les interventions hospitalières peuvent être très chères. Enfin, sur tout ce qui est médecine et praticien dans la vie courante, vous savez que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que quand on veut réformer le système de santé, il faudrait également réformer le système d'éducation de la santé, c'est-à-dire pour être praticien, docteur ou autre, vous n'avez pas d'université publique gratuite, contrairement à ce qui peut exister en France, où là, tout est privé. Et effectivement, lorsque vous avez un docteur qui a fait entre 7 et 10 années d'études, à raison de 50, 60 ou 70 000 dollars par an d'études, effectivement, à un moment donné, il ne peut pas, en toute logique, facturer comme en France 25 ou 30 dollars sa consultation. Donc, il y a aussi des prêts à rembourser, ce qui fait qu'un praticien, dans la pratique courante, va vous charger des niveaux de prestations qui vont être 7 à 10 fois plus élevés qu'en France. Point important,
ceux qui sont aux États-Unis le savent. Raison du coût aussi, une des raisons des coûts, c'est ce qu'on appelle la médecine défensive. C'est quoi la médecine défensive? C'est tout simplement le fait que le médecin, parce qu'il n'a pas envie d'avoir soit être poursuivi par ses patients parce qu'il n'aurait pas fait un bon diagnostic ou parce qu'il aurait fait une prescription qui ne serait pas adaptée, le médecin va tendance à faire quelque chose d'assez exhaustif, à la fois dans ses recherches, dans les chirurgies, dans les examens qu'il peut faire. Et donc, pour le coup, souvent, vous allez vous voir prescrire des choses qui ne sont pas, par rapport à la pathologie que vous avez pu développer, systématiquement nécessaires. Donc, il y a une sorte de surconsommation, mais qui est aussi pour le médecin une façon pour lui de se protéger et de ne pas faire face à un éventuel procès pour défaut de practice ou autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine défensive. C'est évidemment, ça ne contribue pas à diminuer les coûts de la santé. Ensuite, Clémence l'a abordé rapidement, il y a eu des réformes du système de la santé qui ont été faites, mais que partielles, c'est le cas avec Obamacare, elles sont difficiles à mettre en place puisque le système nécessiterait d'être réformé à la fois au niveau de l'éducation, à la fois au niveau de la régulation qui n'existe pas. Contrairement à la France, par exemple, vous avez des systèmes, des praticiens qui sont en libre prestation, qui facturent ce qu'ils veulent, mais en fonction d'un plafond maximum qui a été déterminé par la sécurité sociale française, par exemple. Et ça n'existe pas aux États-Unis. Donc voilà un peu les différentes raisons des coûts élevés. Sur le slide suivant, on a pris un exemple. On a deux exemples qu'on va aborder. On a l'exemple d'un plan américain, donc en l'occurrence avec Cigna, et le slide suivant, on vous montrera un exemple pareil avec Cigna, mais sur Cigna Global, qui est la partie des plans internationaux proposés par Cigna. Là, on a pris 3 niveaux de plans qui sont généralement des plans que vous allez pouvoir retrouver, qu'on appelle des plans groupes. Donc, par exemple, ça peut être un plan que peut proposer votre employeur. Cigna étant un des exemples, vous pouvez retrouver des plans avec United Healthcare, avec Blue Cross Blue Shield, Empire, Anthem, j'en cite quelques-uns. Ça résume l'explication que vous donnez tout à l'heure, Clémence, sur le choix des déductibles, co-insurance, on va y venir tout à l'heure. Vous avez un coût moyen à la fois par membre plus épouse, membre plus un enfant et le coût pour une famille. Donc, vous voyez, ça peut varier pour un plan que Cigna appelle Advantage 5000, 1840 pour une famille et ça va jusqu'à 3500 par mois pour le plan Elite. En général, les assureurs vont mettre un numéro en face. Là, vous avez Advantage 5000, Silver 3000, Elite 1000. Le numéro à côté correspond au montant du déductible que vous allez retrouver sur le plan. Je prends le plan Advantage 5000, par exemple. Vous voyez, au niveau du déductible, vous avez un déductible de 5000 par personne, 10 000 par famille. Vous avez une co-insurance de 30% si vous êtes dans le network, 50% si vous allez en dehors du network et un maximum out of pocket de 8 150 par personne, 16 300 par famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le déductible, en général, il s'applique sur l'hospitalisation. Donc, ça veut dire que si vous avez 5 000 $ par personne de déductible et que vous avez, admettons, une hospitalisation parce que vous êtes cassé un bras, vous savez que vous allez avoir 5 000 $ à votre charge. Ça ne s'arrête pas toujours là, puisque si votre hospitalisation, par exemple, a coûté 20 000 $, donc les 15 000 $ restants sur lesquels va intervenir l'assureur, ils vont être pris en charge à hauteur de la co-insurance. Donc là, vous avez par exemple 30% de co-insurance. Donc vous allez encore avoir 30% des 15 000 restants, c'est-à-dire 4 500 à votre charge. Donc, si vous faites 5 000 de déductible, 4 500 de co-insurance, vous êtes déjà à 9 500. Et en l'occurrence, vous êtes au-delà du out of pocket de 8 150 $ par personne. Donc, ce qui fait que dans ce cas précis, d'une hospitalisation de 20 000 sur le plan Advantage 5 000, bien en fait, vous atteignez votre out of pocket, ça va être votre reste à charge. Donc, vous savez quand même que ça vous aura coûté 8 150. Si vous avez la même opération 3 mois après, là, vous serez à 100% puisque vous aurez atteint votre out of pocket maximum qui s'applique par an et par personne. Donc, tout ça, c'est des critères très importants
à regarder. Si vous allez sur un plan Elite 1000, bah, évidemment, le déductible est moins élevé et vous verrez que votre co-insurance aussi est moins élevée puisqu'elle est de 20% au lieu de 30% dans l'exemple précédent que je prenais. Donc, pour résumer, le out of pocket, c'est worst case scénario, donc scénario du pire, le montant maximum à votre charge, en fait, qui peut vous incomber lorsque vous avez de la dépense médicale. Donc, il est à intégrer en plus de votre coût d'assurance. Exemple d'un plan international. Donc là, on est sur des concepts complètement différents. Je vous ai pas remis, enfin, on vous a pas remis les exemples de prix, mais on va être dans des fourchettes de prix qui sont assez similaires. Il y a pas, c'est pas 2 fois moins cher sur tel ou tel plan. On peut, sur certains plans, comme disait Clémence, enlever des garanties type maternité, donc on gagne un peu en tarif. Mais de façon générale, les exemples qu'on vous donne sont des exemples basés sur des moyennes de tarification. Donc, ça vous donne une idée assez précise en fait des tarifs que vous pouvez espérer sur le marché américain pour une assurance santé. Dans le plan IPMI de Cigna, en fait, bon là, vous avez 3 niveaux de plan. Le principe, c'est une prise en charge à 100%. Donc, ce qui va changer d'un plan Affordable Care Act, c'est que vous n'allez pas avoir de déductible, de co-payment, de co-insurance, sauf si vous décidez de les mettre, puisque ça va être des curseurs sur lesquels vous pouvez faire jouer les garanties du contrat. Bien entendu, ça va avoir un impact également sur la prime de votre contrat. Là, ce qui change en fait entre les plans locaux américains, même si vous avez accès au même réseau, ça va être le fait que vous pouvez avoir en fait des plafonds de garantie. Par exemple, là, si on prend le plan Silver de Cigna, vous avez un plafond de garantie annuel d'1 million de dollars. En Platinum, à l'inverse, donc à l'opposé du tableau, là, il n'y a pas de plafond, vous êtes à 100% pour tout. Vous pouvez avoir des plafonds de garantie sur certains postes médicaux également. Et sur la médecine ambulatoire, vous voyez que la prise en charge est 100%, mais vous pouvez c'est au milieu du tableau, vous verrez le plafond de garantie annuel. Par exemple, en Silver, c'est 15 000 $ par an par assuré, c'est 35 000 en Gold et c'est intégralement remboursé pour tout ce qui est Platinum. Donc, ce point de différence, c'est la prise en charge intégrale. Donc, votre reste à charge ne sera de zéro, sauf si vous avez dépassé les plafonds de garantie. Donc, ça, c'est un point principal à regarder dans les contrats. Par contre, la différence dans l'adhésion, c'est qu'effectivement, les plans IPMI, comme disait Clément tout à l'heure, vous donnent accès à des garanties qui semblent, sur le papier, en théorie, plus généreuses, mais vous avez une sélection médicale au départ. Donc, parfois, si vous avez des pathologies ou des traitements de fond, des soins récurrents, on va vous suggérer ou vous proposer en tout cas de soumettre votre dossier à l'assureur pour le valider. Et si jamais ça coince, peut-être vous orienter sur une solution Affordable Care Act où là, il n'y aura pas de sélection médicale. Donc, c'est vraiment un point essentiel à regarder dans le conseil qu'on peut vous faire au niveau du choix de votre assurance. Quelques exemples de coûts de soins. Encore une fois, c'est une moyenne, puisqu'effectivement, si vous résidez dans les zones urbaines des États-Unis, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Chicago, par exemple, ça sera probablement plus cher que si vous êtes au fin fond du Tennessee ou de l'Iowa, par exemple. En moyenne, une consultation pour un spécialiste en Californie, ça va être aux alentours de 350 $, mais vous pouvez avoir parfois des spécialistes dont le coût de la consultation est au-delà des 500 $. Sur un plan Affordable Care Act, comme on l'a vu, on vous a donné des exemples, vous pouvez avoir, si vous avez par exemple un copayment de 20%, bah, du coup, vous allez avoir 20% à charge, c'est-à-dire 70 $ à charge et vous serez remboursé 280 $, alors que sur un contrat IPMI international, vous serez remboursé dans ce cas-là à 100%. Autre exemple, un accouchement sans complication, l'a pris sur New York, mais sachez que dès que vous avez un accouchement avec césarienne, le montant indiqué peut doubler facilement puisque vous allez avoir la présence d'un anesthésiste, du chirurgien, et ce qui fait que ça augmente très fortement les coûts. Mais si on prend le cas d'un accouchement naturel, 30 000 $, l'avantage d'un plan Affordable Care Act, là pour le coup, ça va être le fait que vous allez avoir
le déductible qui s'applique, mais vous n'aurez pas de plafond, quel que soit le coût. L'inverse, c'est que sur les contrats IPMI, vous allez avoir une garantie qui va être plafonnée. Il faut vraiment faire attention à ce point-là. Beaucoup de contrats IPMI ont des plafonds relativement faibles pour la maternité. Donc, regardez bien ce point-là si ça vous concerne. Et surtout, si vous êtes nouvel adhérent, vous avez souvent, même 100% des cas, souvent, c'est quasiment, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'exception à la règle. Vous allez avoir un délai de carence pour la maternité qui peut être, selon les assureurs, entre 10 et 12 mois. Donc, si vous êtes déjà enceinte, ça ne va pas être une solution accessible pour vous. Dernier exemple, une opération de l'appendicite en Floride, 50 000 $, même chose, dès qu'il y a de la chirurgie, dès qu'il y a la présence d'un anesthésiste, d'une hospitalisation, vous allez souvent avoir au sein d'une même facture, vous pouvez même en recevoir plusieurs, puisque vous allez avoir la facture de l'hôpital, la facture du spécialiste, l'assistant chirurgien s'il y a une chirurgien, l'anesthésiste. Donc parfois, vous vous retrouvez avec 4 factures pour une seule intervention et ça devient vite le casse-tête si jamais un des 4 intervenants n'était pas dans le réseau et que vous aviez un assureur qui limitait en fait le choix de vos médecins. Donc, même chose, en cas dans un plan Affordable Care Act, vous aurez une déductible qui s'applique, alors que sur un contrat IPMI, vous serez remboursé à 100%. Voilà pour les exemples de coûts. Slide suivant. On va laisser la place, il nous reste, je crois, un quart d'heure. Juste avant de passer aux questions, de nouveau, le QR code qui vous permet de prendre rendez-vous ou d'effectuer votre devis en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter par email. L'adresse, c'est contact@agoraexpat.com. Vous retrouvez aussi nos téléphones France et US en bas à gauche de l'écran. Donc, je pense que la présentation a été assez dense. On n'a pas abordé tous les sujets, Caisse des Français de l'étranger, Medicare, Medicaid, on en a parlé rapidement. C'est souvent des sujets complexes puisqu'on a souvent des assurés qui peuvent avoir Medicare ou Medicaid et qui parfois veulent s'assurer parce qu'ils rentrent en France ou ils voyagent. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir vous orienter à ce niveau-là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à scanner le code maintenant. Il y a beaucoup de gens qui voient les webinaires en replay. Ce code devrait toujours fonctionner si vous vous connectez peut-être en 2024 ou en 2025. Je viens de faire le test. On peut prendre des rendez-vous. Les rendez-vous de demain ont été pris, donc on peut prendre des rendez-vous à partir de jeudi. Voilà. Parfait. On peut couper le partage d'écran et puis on remettra le QR code plus tard pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Alors, on a une question d'un auditeur anonyme qui nous dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, aborder la terminologie, les concepts des contrats d'assurance santé américains? Alors, je pense que ça a été pas trop mal vu là sur les dernières secondes. Je vous invite à peut-être reposer encore votre question sur certains termes que vous n'avez pas compris. Oui, ou peut-être pour résumer, Romain, si je peux me permettre. Donc, dans les slides de présentation, vous les retrouverez. Mais pour résumer en 2 minutes, il y a 4 termes importants sur la terminologie des contrats américains. Il y a le terme de déductible, de copayment, de co-insurance et de out-of-pocket. Ce sont les 4 termes les plus importants. Et ensuite, vous en avez un 5e qui est le in-network, out-of-network, qui est aussi un concept. Si je prends les 4 premiers termes, déductible, c'est en fait la franchise. C'est ce qu'on pourrait appeler dans terminologie d'assurance française la franchise. Donc, copayment. Je peux peut-être. Bien sûr, vas-y, Romain. Parce que moi, je ne suis pas dans le métier. Donc, en gros, j'ai cassé mon pare-brise. Je vais faire réparer mon pare-brise de voiture, par exemple. On me dit, bon, il y en a pour 200 €, 200 $. Et l'assureur va me dire, bon, il faut que vous payiez les premiers 40 de votre poche. Et puis, on couvrira le reste. C'est un peu c'est le même concept. On est d'accord? C'est le même concept, c'est la franchise, c'est-à-dire en fait,
c'est la partie qui vous incombe, donc que vous allez payer avant que l'assureur intervienne. Donc ça, généralement, le déductible, ça s'applique sur les gros postes de dépenses, donc hospitalisation. Le copayment, c'est une sorte de mini-franchise. Ça s'applique généralement sur ce qu'on appelle les soins ambulatoires ou outpatient treatment, donc les visites médicales, les médicaments, ce type de dépenses. Et ensuite, vous avez la co-insurance. Donc la co-insurance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire en fait, dans l'assurance, vous avez une partie qui est prise en charge par l'assureur et une autre par vous. Donc, en fait, la prise en charge est partagée, donc d'où co-insurance. Et vous avez différents niveaux de plans américains. Généralement, la plupart des assureurs vont les nommer par des couleurs métalliques. Ça va aller de bronze, gold, silver, platinum. Bronze étant les plans les moins chers. Et pour simplifier la compréhension, sur un bronze plan, vous avez typiquement une co-insurance de 40%, ça passe à 30% sur un plan gold, sur un plan silver, 20% sur un plan gold, et platinum, c'est 10% ou 0. Ça, c'est le taux de remboursement en fait qu'applique l'assureur. Et le dernier point, c'est le out of pocket, donc qui est votre reste à charge, hein, comme son nom l'indique, si je traduis littéralement, c'est ce qui sort de la poche. Donc, ce qui va sortir de votre poche au maximum. Et c'est en fait, nous, dans le conseil qu'on donne, c'est si vous devez regarder un élément, c'est celui-ci, parce que si vous arrive quelque chose, c'est l'engagement au-delà duquel votre responsabilité s'arrête, puisque une fois que vous avez atteint ce out of pocket, en fait, la prise en charge de l'assureur va être intégrale. Et le cinquième élément dont je parlais rapidement, mais je pense qu'on en a fait la démonstration pendant la présentation, c'est le fait que vous avez des réseaux d'assurance. Donc, je vous invite à regarder ou sélectionner des assureurs qui ont un réseau relativement large pour ne pas être embêté là-dessus. Parce que quand vous allez voir un médecin aux États-Unis, il va vous demander quelle assurance vous avez. Si vous dites c'est l'assurance Tartampion, dont il n'a jamais entendu parler, il va vous dire non, non, mais moi, je ne prends pas ou je ne traite pas avec cette assurance. Donc, généralement, vous allez être obligé de payer. Votre assureur, il ne va peut-être pas vous rembourser si vous n'avez pas une assurance qui vous laisse le choix du médecin. Et donc, plus le réseau de l'assureur est restreint, plus ça va être une contrainte pour vous. Et dès que vous êtes out of network, donc hors réseau d'assureurs, bien là, vos restes à charge ne sont pas les mêmes. Parfois, vous n'avez pas de prise en charge du tout. Parfois, vous en avez une, mais elle sera généralement de toute façon moins élevée que si vous étiez resté dans le réseau de l'assureur, tout simplement parce que l'assureur aura négocié en fait des réductions, des coûts, il aura ajusté ses tarifs entre ce que va théoriquement facturer le prestataire et le montant que l'assureur, lui, va lui rembourser. Ok. Il nous reste encore 8 minutes, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, l'objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer un maximum de choses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on peut réexpliquer les concepts, il n'y a aucun problème. Alors, Gérard nous dit, il est français, il a 74 ans, il est marié à un citoyen US, Green Card, actuellement assuré par son intermédiaire. Puis-je avoir accès à Medicare? Avez-vous des contrats intégrant Medicare? Alors, je vais essayer de répondre à la question parce que de ce que je comprends, s'il est assuré par son intermédiaire, j'imagine que s'il est marié, alors la réponse que je n'ai pas, enfin la question qui n'est pas posée, pardon, je ne sais pas comment la formuler, c'est de savoir quel est l'âge du conjoint. Puisque Medicare, je rappelle juste, je vais répondre partiellement à la question. Medicare, en fait, c'est accessible à toute personne qui a atteint l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans aux États-Unis, à condition que vous ayez cotisé et travaillé aux États-Unis pendant 10 ans. Une fois que vous avez Medicare, vous avez différentes parties. Vous avez de la part A qui va couvrir tout ce qui est partie hospitalisation. Et ensuite, vous allez sélectionner d'être couvert pour les médicaments, les prescriptions, les médecins, etc. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Medicare, généralement, c'est le système auquel tous les Américains, dès qu'ils sont en âge de retraite, vont souscrire. On n'a pas de contrat qu'intègre Medicare. Par contre, on peut proposer des assurances séparées de Medicare. Mais en général, si vous avez Medicare, c'est le système qui coûte le moins cher. Donc, nous, on vous invite à utiliser Medicare. Voilà.
Et pour vérifier si on a cotisé, on va sur le site de la Social Security, c'est ça, hein? Exact. Donc ça, c'est lié directement au Social Security. Cotisation, ça veut dire, en fait, vous pouvez, même si vous étiez indépendant, mais si vous avez, par exemple, un 1099 form ou autre, c'est ça qui va prendre en compte vos cotisations. Mais la règle de la cotisation, c'est ce qui se passe aussi en France. C'est-à-dire, dès que vous payez un impôt social, de cotisation sociale, ça vous donne droit à des prestations sociales. Par contre, si vous n'avez jamais travaillé, ce qui arrive, nous, on a des assurés parfois qui, par exemple, ont la carte verte, ont été sponsorisés par leurs enfants, ont plus de 65 ans, mais n'ont jamais travaillé aux États-Unis. Donc, eux, ils ne sont pas éligibles à Medicare. Et là, effectivement, ça va être un petit peu leur bataille, ça va être de trouver une solution qui va découvrir aux États-Unis s'ils n'ont pas Medicare. Et ce qui est relativement coûteux au-delà de 65 ans. Ouais. Gérard nous précise que le conjoint a 62 ans. C'est pour ça. Gérard n'a jamais travaillé aux US. Ok, c'est pour ça. Tu veux peut-être voir en direct Oui, en Gérard, one-to-one. contactez-nous, mais effectivement, c'est ce que je soupçonnais, parce que vous n'étiez pas, ou votre conjoint encore, à Medicare. Contactez-nous pour nous exposer votre cas précis et on n'hésitera pas à vous donner des solutions. Parfois, elles emmènent sur des solutions que nous-mêmes on propose et parfois sur des solutions qui sont offertes par le marketplace ou le marché américain. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande, pourriez-vous nous donner des idées de prix de l'assurance EPMI en comparaison à AK? Clémence, je vous laisse Oui. répondre. Alors, c'est vrai qu'on a noté des coûts sur l'exemple que présentait Eric sur les assurances AK. Grosso modo, les assurances IPMI, elles sont dans les mêmes ordres de prix, mais on peut avoir des offres moins chères. Alors, en fonction des offres plus ou moins chères, comme elles sont plus modulables, on peut trouver des ordres de prix plus intéressants. Donc, mais les fourchettes sont à peu près les mêmes. Ça, faut avoir conscience qu'on passera jamais, on va pas diminuer deux fois le prix que vous avez pu voir, mais c'est à peu près la même fourchette. Mais on arrive à tirer des coûts un peu plus vers le bas sur les assurances IPMI. Donc, parce que comme on le précisait, c'est modulable, on a des leviers en tout cas pour avoir des coûts un peu moins importants que les AK. Parfait. Alors, pouvez-vous expliquer les termes HMO, PPO? Oui, rapidement. HMO, c'est House Medical Organization. PPO, c'est Preferred Participation Organization. Bon, ça, c'est pour la définition technique. En 2 mots, pour être simple, HMO, ce sont des réseaux de médecins, ce sont des réseaux, en fait, auxquels les assureurs vont vous donner accès, mais vont vous limiter à leur réseau. En fait, ça veut dire que si, par exemple, on prenait l'exemple de Cigna, mais ça peut être, par exemple, Aetna, United Healthcare. Imaginons que vous avez un plan Cigna HMO, vous allez avoir l'obligation de rester dans le réseau. Donc, si un prestataire n'est pas dans le réseau, il n'y aura pas de remboursement. Le PPO, par contre, vous donne la possibilité de voir des médecins qui ne sont pas dans le réseau de l'assureur. Attention, vous avez sur les plans américains, même si vous avez un PPO plan, vous n'avez pas le même remboursement si votre médecin n'est pas dans le réseau que dans le réseau. Mais par contre, vous pouvez quand même aller le voir. Voilà, c'est la différence. Parfait. Alors, la différence entre co-payment et co-insurance. Ok, alors je reviens parce que c'était partie des choses, apparemment c'était toujours pas clair. Co-payment, je vais prendre un exemple pour terminer la présentation. Co-payment, comme on disait tout à l'heure, c'est un mini déductible. Il va s'appliquer sur une consultation médicale. Donc par exemple, vous avez un plan où on va vous dire votre déductible est de $1000. Votre co-payment, il va être de $30 si vous allez voir un spécialiste et de $30 si vous allez voir un généraliste, $50 si vous allez voir un spécialiste. Alors, le déductible, comme on l'a vu tout à l'heure, ça s'applique en général sur l'hospitalisation, c'est ce que vous allez payer. Et par contre, les co-payments, comme c'est un mini déductible, ça, c'est ce que vous allez payer à chaque fois que vous allez faire de la consommation ambulatoire. Donc, vous allez voir votre généraliste, il prend votre carte, il vous dit, vous avez un co-payment de $30. Donc, vous allez payer $30
même si votre généraliste charge $300, $400, peu importe, vous aurez $30. Et ça sera 50, par exemple, pour un spécialiste. Donc ça, les copayments, c'est ce qui va s'appliquer sur la médecine ambulatoire. Le déductible sur la partie hospitalisation. Et la co-insurance, en général, c'est sur l'hospitalisation. Comme on prenait l'exemple de la jambe cassée à $20 000, bah, votre assureur va vous rembourser après application du déductible à hauteur de 100%, 90, 60, 80 ou 70%. Ça, c'est la co-insurance. La co-insurance, elle peut parfois s'appliquer sur la médecine ambulatoire également. Donc ça, il faut faire bien attention. Mais copayment, mini-déductible, déductible, franchise applicable sur l'hospitalisation et co-insurance, taux de remboursement de l'assureur, si je peux résumer les choses ainsi. Puisque du coup, quand il y a co-insurance, ça veut dire que potentiellement, l'assureur ne va pas rembourser à 100%. Exact, absolument, c'est absolument ça. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur Instagram, sur notre page Instagram, on a fait pas mal de posts justement pour expliquer assez simplement les différences entre tous ces termes-là. Donc il y a pas mal d'informations. Donc, oui, n'hésitez c'est pas. Agora Expat sur Instagram, c'est ça? Oui. Ok, parfait. Allez, dernière question en 1 minute. Merci pour cette présentation très claire et utile pour mieux comprendre le système de santé américain. Pouvez-vous nous présenter les avantages de la CFE par rapport aux autres solutions? Merci. Ok, ben je vais commencer la réponse et je laisserai Clémence et Noémie compléter. La CFE, alors la CFE, je résume en 2 mots, c'est la Caisse des Français de l'étranger, elle est accessible, c'est l'équivalent de la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. Elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients, surtout quand on parle du marché américain. En fait, le principe général de la CFE, c'est qu'il n'y a pas de sélection médicale, il n'y a pas de limite d'âge pour adhérer. Donc ça, c'est un gros point positif. Et elle vous permet, si vous envisagez à un moment donné de rentrer en France et que vous n'êtes plus dans le système, lorsque vous rentrez en France et vous redevenez résident fiscal français, d'éviter d'avoir une carence de 3 mois, qui est le délai d'attente nécessaire pour retrouver ses droits à la sécurité sociale lorsque vous n'y étiez plus, mais vous étiez par exemple aux États-Unis, vous rentrez en France, donc vous allez avoir 3 mois de carence, sauf si vous avez cotisé à la CFE. La CFE seule, elle n'est pas suffisante pour se couvrir aux États-Unis puisqu'elle ne couvre que sur des barèmes qui sont calqués sur les barèmes de remboursement France. Donc, vous imaginez bien qu'une consultation médicale à $300, elle va être remboursée grosso modo 25-30 $ par la CFE. Donc, il faut une complémentaire. La CFE, elle a aussi pour avantage de... Alors aujourd'hui, le barème de cotisation est fonction de la tranche d'âge et non plus des revenus, ce qui était le cas avant. Donc ça, il faut faire le calcul de si c'est plus intéressant d'avoir une solution CFE plus complémentaire ou parfois une solution sans la CFE. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Je ne sais pas si Clémence et Noémie, vous avez peut-être des choses à rajouter là sur la question de la CFE. Non, pas spécialement. En fait, c'est vraiment un choix personnel, outre les avantages et les inconvénients. C'est vraiment un choix personnel. Toujours est-il qu'on a des solutions en complément de la CFE. Donc, si vous souhaitez maintenir vos droits, on a des solutions qui sont à guichet unique. Donc, en plus, ça vous simplifie. Vous n'avez pas à envoyer tout à la CFE puis à l'assureur. C'est l'assureur qui s'occupe de tout. Voilà. Donc, ça, c'est aussi à savoir. J'ai une question. Si on veut rentrer, faire sa retraite en France, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de cotiser la CFE avec, tu sais, l'histoire des 15 Ouais, ans ouais. Alors, oui, pour compléter, parce que la CFE, il faudra, c'est une bonne façon peut-être de refaire un séminaire, un webinaire spécifique sur la CFE ou autre, parce qu'on a beaucoup de clients qui, par exemple, par défaut, ont pris la CFE et nous interrogent ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rajouter d'autres choses? Mais pour répondre à ta question, Romain, la CFE, vous avez 3 parties. C'est souvent ce qui met un peu le doute dans l'esprit des personnes. La CFE, vous avez la partie santé, pour laquelle vous pouvez cotiser, dont on parle là. Vous avez la partie prévoyance, par exemple l'indemnité en cas d'arrêt de travail, ce genre de choses. Et vous avez la partie retraite. La partie retraite, alors là, on est un petit peu au-delà de notre champ de compétences, mais sur la partie retraite, en fait, vous pouvez cotiser
quand vous cotisez à la CFE, vous pouvez cotiser aux 3 parties dont je vous parlais, ou seulement un des 3 ou 2 des 3. Vous pourriez cotiser que pour la retraite. Pour la retraite, en fait, ça vous permet de cotiser à la retraite de base. C'est pareil, c'est aussi un calcul à faire parce que si vous cotisez à la retraite de base CFE, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être de l'ordre de 6 000 € par an de coût. Faites le calcul, si vous restez 20 ans aux États-Unis parce que vous avez 40 ans au moment où vous arrivez, vous retournez en France à 60 ans, ça peut parfois être pas systématiquement intéressant de cotiser 6 000 € par an alors que vous n'avez pas de retraite et sachant qu'aux États-Unis, le nombre d'années travaillées compte quand même dans le nombre de trimestres nécessaires. C'est vraiment un choix personnel, mais la partie retraite, c'est une partie séparée de la partie santé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Romain, là-dessus. Non, moi, c'était plus sur le fait que quand on n'a pas travaillé en France, si on rentre à la retraite, on n'a plus le droit à la sécurité sociale. Non, alors si vous rentrez, alors il y a 2 choses. Encore une fois, justement, quand vous rentrez en France, même si vous n'avez jamais travaillé en France, le fait d'avoir votre passeport français vous permet d'être éligible à la sécurité sociale française. Ça, c'est le jour où vous devenez résident en France. Il faudra juste attendre 3 mois pour récupérer vos droits sécurité sociale. Si vous avez cotisé à la partie santé de la CFE, vous n'avez pas à attendre ce délai de carence de 3 mois. Voilà. Mais la sécurité sociale, dès lors que vous avez le passeport français, vous y êtes éligible. Ensuite, il y a l'autre question, c'est si on est aux États-Unis, on touche la retraite française, est-ce qu'on a la carte vitale, etc. Ça, c'est encore une autre chose. Oui, vous pouvez l'avoir, mais il faut avoir cotisé 15 ans en France, là, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Mais c'est vrai que comme il y a ces 3 parties, souvent les gens confondent, ils se disent « Ah, mais je n'ai pas cotisé, est-ce que j'ai quand même droit à la Sécu ?» Mais il y a 2 choses. La partie retraite, la partie santé, c'est vraiment 2 choses distinctes. Ok. Donc la carte vitale est différente de avoir le droit d'être hospitalisé en France. La carte vitale, en fait, si par exemple, vous avez la carte vitale, si vous êtes résident aux États-Unis, vous n'y avez pas le droit à la carte vitale. Si par contre, vous êtes résident aux États-Unis et que, enfin, quand je dis vous n'y avez pas le droit, c'est si vous ne cotisez pas en France. Mais admettons, vous êtes résident aux États-Unis, vous travaillez aux États-Unis, il n'y a pas de carte vitale. Si par contre, vous êtes résident aux États-Unis, que vous êtes en retraite, vous touchez une retraite française, donc vous avez des cotisations sociales derrière. Vous touchez une retraite française. Avant, il n'y avait pas de condition de nombre d'années travaillées en France pour bénéficier de la carte vitale. Aujourd'hui, il faut avoir cotisé 15 ans. Donc, ça veut dire, si vous êtes, je sais pas, vous êtes retraité, vous vivez en Floride, vous rentrez en France, vous touchez votre retraite française et vous avez cotisé 15 ans en France, vous avez la carte vitale en France. Donc, vous pouvez vous faire soigner en France, vous serez remboursé sur les bases Sécu. Mais par contre, si vous êtes en retraite, vous n'avez pas travaillé 15 ans, si vous êtes résident aux États-Unis, vous n'avez jamais travaillé en France et que vous ne résidez pas en France, vous n'avez pas accès à la sécurité sociale française. D'accord. On ne peut pas cotiser à la CFE pendant 15 ans. Si, justement, c'est un des façons d'avoir. À la CFE, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas la sécurité sociale et que vous n'êtes pas forcément en retraite, de cotiser à la CFE pour avoir l'équivalent d'un remboursement sécurité sociale. D'accord. Et donc, il faut cotiser à la fois à la retraite et la santé, ou on peut cotiser que à la santé, par exemple? Comme je disais tout à l'heure, on peut cotiser que à la santé si on le veut. On peut cotiser à la santé plus la prévoyance. On peut cotiser santé, prévoyance ou retraite, ou l'un des 3, que la retraite si on veut. Donc, on peut cotiser 15 ans en santé et du coup avoir le droit d'avoir à la retraite. Non, il faudra avoir cotisé 15 ans de retraite pour le coup. Ah ouais, Voilà. c'était plutôt ça mon point. Ouais. Voilà. Okay. C'est pas si simple, mais en tout cas, si vous avez des questions spécifiques sur ça, pareil, vous pouvez nous appeler. Sur la partie retraite, c'est encore une fois, c'est un peu moins notre champ de compétences, mais n'hésitez pas. Parfait. Ben, merci. On a un petit peu dépassé, mais je pense qu'on a appris pas mal de choses. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Tout ça, c'est en replay sur frenchmorning.com. Donc, je vais partager parce qu'on me demande souvent comment accéder au replay. Donc là, vous voyez French Morning. Sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur webinaire. Et là,
vous avez tous les webinaires qui s'affichent. Donc, vous pouvez voir tous les replays. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain webinaire de French Morning. Merci tous les trois, à vous trois. À Merci bientôt. Romain, merci à toutes et à Au tous. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.